Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous avons ce soir 3 sujets à discuter, surtout sur la situation économique en Égypte sous l'influence du Covid-19. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Amr Zoheri, vous êtes journaliste et chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous avons 3 sujets. Nous allons avoir le plaisir de vos analyses concernant les 3 sujets. Je commence par une réunion qui a rassemblé le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre Mostafa Madbouli, ainsi que la ministre de l'Industrie et du Commerce Nevin Gama, qui ont examiné les efforts de remplacement des importations, la croissance de la dépendance vis-à-vis des produits locaux et la fourniture des expériences de production au profit de l'industrie nationale. Salih Hamed et Perihan Farou nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gama. La réunion a porté sur les efforts de remplacement des importations, la croissance de la dépendance vis-à-vis des produits locaux et la fourniture des exigences de production au profit de l'industrie nationale. Le président al-Sisi a examiné les mesures prises pour l'encouragement de la dépendance à l'égard de l'industrie nationale afin de combler le fossé entre les exportations et les importations, en plus de parvenir à l'autosuffisance en produits locaux, tout en préparant à cet égard un inventaire complet des produits de base sur lesquels on peut compter pour être fabriqués localement et la promotion de l'investissement industriel en participation avec l'expertise distinguée du secteur privé en Égypte, ainsi que le recours à l'expertise des centres de recherche technologique pour augmenter l'efficacité de la fabrication locale. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Mme Nevin Gama, a passé en revue les indices des importations égyptiennes depuis le début de l'année en cours 2021, ainsi que les mesures exécutives prises par le ministère dans le cadre du programme de substitution des importations pour approfondir l'industrialisation locale et encourager l'indépendance à l'égard de l'industrie nationale, en coopération et en coordination avec toutes les agences gouvernementales concernées dans les divers secteurs, y compris les industries mécaniques, les composants automobiles, les produits électroménagers, les industries chimiques, les produits en plastique, la filiature, ainsi que les industries du textile. De même, Mme Gama a proposé la coopération conjointe avec la Banque centrale dans le cadre du programme de financement pour le remplacement des importations et le soutien de l'industrie, en plus des efforts du ministère, pour renforcer la coopération conjointe avec certains donateurs internationaux afin de contribuer au transfert de technologies de production et soutenir un certain nombre de secteurs industriels liés à la réalisation des objectifs de développement durable, y compris l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et l'Agence allemande pour la coopération internationale, étant une coopération conjointe visant à développer les villes industrielles intégrées et à améliorer le processus de fabrication de produits nationaux capables de concurrencer les marchés internationaux. Monsieur Amr Zoheri, voilà, c'est une réunion très importante concernant la situation économique, mais surtout essayer de faire, si je me permets de dire, made in Egypt, ouais, au lieu d'importer. Voilà. Ouais. Comment vous voyez cette idée, ce pas pris par le gouvernement? Bien sûr, c'est un pas très important et c'est quelque chose de primordial. Si on voulait à l'avenir un avenir meilleur pour notre livre égyptienne,
et bien sûr donc la monnaie nationale. Donc il faut augmenter l'exportation et importer de plus en plus, de moins en moins. Et pour compenser la différence entre ce que la demande dans le marché égyptien et il faut augmenter la part de la fabrication égyptienne, donc ce qui est made in Egypt. Actuellement, ce qui est fabriqué en Égypte se développe, mais pas avec la même rapidité que souhaite le président de la République, qui souhaite, comme tout Égyptien, qu'on soit dépendant entièrement de la production nationale. Et puis, ce qui nous est important de l'étranger serait un pourcentage pas grand au niveau de notre budget national. Donc, d'une façon que ce que nous exportons soit supérieur à ce que nous importons. Et cela est fait en Égypte à travers plusieurs projets parallèles ou plusieurs façons parallèles. La première, c'est de prendre des fabrications internationales ou faire de la production des entreprises internationales, puis augmenter pas à pas la composante nationale dans la production de 15% à 25%, puis 40%, pour arriver à un taux suffisant à couvrir les besoins du marché national. Oui. Si on prend un exemple, par exemple, les usines de fabrication des voitures, ou bien de rassemblement de voitures électriques surtout. Là, est-ce que ça, c'est un exemple, on peut dire que l'Égypte essaye de rassembler ou d'assembler ces voitures électriques. Et même au niveau des comment dire, les wagons du train, des trains. C'est fabriqué en Égypte et maintenant c'est développé. Il y a eu récemment un nouveau contrat pour fabriquer les wagons du train électrique à travers une nouvelle compagnie baptisée, je ne me souviens plus, mais c'est avec la coopération avec CIMAF, la compagnie nationale de l'Égypte, donc pour la fabrication des wagons des trains. Et la même chose pour les voitures et toutes les composantes qui peuvent, parce que l'Égypte a le privilège d'être un marché national assez important et assez grand pour pouvoir absorber toute production de bonne qualité. Et en ce moment de coronavirus et le Covid-19, c'est le moment d'améliorer la production égyptienne pour arriver à un niveau de production qui peut égaler les productions internationales et à l'étranger. Là, si je parle par exemple de la zone industrielle du canal de Suez, il y aura normalement des zones industrielles, c'est-à-dire pour la fabrication et l'assemblage de produits. Comment l'Égypte peut profiter de cette région pour augmenter la part des composantes égyptiens, le taux des composants égyptiens dans les fabrications des produits? Toute nouvelle introduction de composantes égyptiennes demanderait un accord avec le côté étranger qui mène la fabrication avec le côté égyptien. Donc, ce que cette zone peut ajouter à ce programme au plan égyptien de développement, ce serait d'être une zone portière qui pourrait être utile, très utile au niveau de l'exportation des produits égyptiens pour l'Afrique, à titre d'exemple, pour les pays africains et pour d'autres pays à travers son positionnement sur cette route maritime primordiale du monde entier. Bon, je vais passer à un autre sujet, c'est concernant la décision de
l'agence de notation financière Standard & Poor's de maintenir la note de crédit de l'Égypte en devise locale et étrangère à B pour la 3e fois consécutive depuis le début de la crise du coronavirus, tout en préservant les perspectives stables de l'économie égyptienne. Stable Outlook reflète la confiance des institutions internationales et des agences de notation dans la capacité de l'économie égyptienne. Tout ça, il faut le dire entre parenthèses, malgré le coronavirus. Oui, en dépit de cela. Ouais, voilà, Salih Hamed et Perihan Farou nous donnent les détails et puis on va analyser ce sujet. La décision de l'agence de notation financière Standard & Poor's de maintenir la note de crédit de l'Égypte en devise locale et étrangère AB pour la 3e fois consécutive depuis le début de la crise du coronavirus, tout en préservant les perspectives de l'économie égyptienne stable, reflète la confiance des institutions internationales et des agences de notation dans la capacité de l'économie égyptienne à faire face positivement aux répercussions de cette crise. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances Mohamed Maïd dans un communiqué. Le ministre a indiqué que l'économie nationale, selon les estimations de Standard & Poor's dans son dernier rapport, peut surmonter les répercussions négatives résultant de la pandémie en raison de l'amélioration des principaux indicateurs économiques tels que la stabilité des finances publiques et la présence d'une réserve rassurante en devises, en plus de la poursuite de la mise en œuvre par le gouvernement des réformes financières, économiques et structurelles qui assurent la pérennité des conditions des indicateurs économiques. Cette décision, a-t-il ajouté, montre la poursuite de la confiance des analystes dans l'économie égyptienne en raison des grandes réformes menées au cours des dernières années, ce qui accorde une flexibilité suffisante à l'économie pour financer ses besoins en devises locales et étrangères, malgré la récente détérioration des conditions économiques et financières mondiales. Le ministre a également souligné que l'équilibre des politiques économiques et financières menées par le gouvernement et le ministère des Finances au cours des dernières années et pendant la période de lutte contre la pandémie a contribué à faire de l'économie nationale l'une des quelques économies dans le monde ayant réalisé une croissance et une amélioration des taux de chômage en 2020. Il a aussi indiqué que l'économie avait enregistré un taux de croissance de 3,6% pour l'exercice 2019-2020 et devrait atteindre 2,8% pour l'exercice en cours en raison de la contribution positive et élevée de plusieurs secteurs, notamment la technologie des données, la santé, les services gouvernementaux, le secteur du commerce de gros et de détail et celui agricole. La bonne performance et la croissance de ces secteurs ont contribué à limiter les effets négatifs de la pandémie sur un certain nombre de secteurs économiques tels que le tourisme, l'aviation, les industries manufacturières, le pétrole et les richesses minières, a conclu M. Maït. Malgré la crise du coronavirus et les crises économiques dont souffrent tous les pays presque du monde, voilà Standard & Poor's qui maintient la notation B. La notation B pour l'Égypte. Ouais. Votre commentaire? Ça démontre une certaine confiance de la part de cette institution de notation financière pour une stabilité dans l'économie égyptienne, une stabilité qui dure dans le temps depuis les débuts de l'épidémie et qui continue et qui montre des perspectives d'amélioration.
Et cela, ce qui a souligné monsieur le ministre des Finances égyptien, monsieur Maït, c'est que il a bien mentionné qu'il y a plusieurs secteurs qui étaient, on pourrait dire, en veille ou qui ne faisaient pas des bénéfices ou qui ne montraient pas une grande activité positive dans le passé, qui se sont positionnés dans une position assez élevée dans le nouveau budget, avec une contribution assez exemplaire et qui continue. Et avec une possible amélioration, si jamais le monde trouvera une solution pour l'épidémie, d'un retour possible pour des secteurs comme le tourisme ou autres, qui pourraient motiver cette perspective donnée de 2, quelques, qui pourrait arriver à 4 ou même 5, mais monsieur le ministre, il parle du minimum possible, et ce qui est en même temps un succès, ou même un grand succès en comparaison avec les performances d'autres pays dans la même période du temps. Quel est le plan de crise que l'Égypte a adopté durant cette épidémie qui a commencé il y a plus d'1 an, voilà, pour maintenir la performance économique égyptienne? Là c'est vraiment un grand point d'interrogation. Oui, ce qui a été, ce qui a sauvé l'Égypte, je pourrais dire, c'est pour, il n'y a pas une raison assez. C'est la main des dieux, si on pouvait dire ça, à la Maradona un peu. Mais, sûrement, il y avait un plan économique. Un plan économique, oui, il y a eu un plan économique, un plan sanitaire qui a débuté depuis longtemps, depuis quelque temps, qui a commencé à positionner l'assurance maladie universelle pour l'ensemble de la population égyptienne en marche, et ça a fonctionné pour quelques gouvernements en Égypte, comme Ismaïlia, je pense, ou d'autres, comme Saïd, peut-être. Mais dans le but d'arriver à une assurance totale pour l'ensemble de la population égyptienne. Donc, c'est des secteurs et des plans qui ont été dans le bien de la population égyptienne, mais qui ont débuté avant l'épidémie et qui ont commencé à démontrer leur bien-être ou leur bon fonctionnement avec le temps, ce qui a positionné l'Égypte dans une situation assez stable, on peut dire, et pourrait être enviée par plusieurs pays du monde. Oui. Par la plupart des pays du monde, puisque vraiment c'est l'un des rares pays qui ont maintenu la performance. C'est grâce à Dieu, bien sûr, et grâce à la bonne performance du gouvernement et l'anticipation qui a été bien programmée. Actuellement, nous commençons d'autres mesures de confinement avec quelque sorte, mais c'est avec des mesures. C'est des mesures avec deux mesures, sans d'exagération et sans minimaliser les choses. Donc c'est bien cibler la gravité des choses et trouver les bonnes solutions et les bonnes étapes pour les résoudre. Et grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, on a eu des bons résultats. Ah, très bien. Bon, on va passer à notre troisième sujet qui est très important, bien sûr, et qui intéresse tout le monde, toute l'Afrique et surtout tous les Égyptiens. C'est concernant la construction, ou bien le remplissage du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu depuis quelques jours au Caire avec l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, des problèmes de la région, à la lumière de nombreux défis qui menacent de saper la stabilité, et d'où vient l'importance d'un engagement intensif des États-Unis pour contenir ces défis dans la Corne de l'Afrique, ou bien dans tout le continent africain. Regardons Sali Hamed et Perihan Farou dans ce reportage.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu cette semaine avec l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, M. Jeffrey Feltman, en présence des ministres des Affaires étrangères Sameh Choukri, ainsi que du ministre de l'Irrigation Mohamed Abdelati et l'ambassadeur américain au Caire, M. Jonathan Cohen. Le président el-Sisi a félicité l'envoyé américain pour sa nomination à son nouveau poste, lui souhaitant plein succès, affirmant la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale avec les États-Unis dans le cadre des relations de partenariat stratégique élargi entre les deux pays amis, ainsi que son rôle vital à établir la stabilité au Moyen-Orient et sur le continent africain. De son côté, M. Feltman a affirmé que les États-Unis appréciaient les relations stratégiques avec l'Égypte à la lumière du poids politique et du rôle central de l'Égypte, ce qui réalise l'équilibre dans la région, ainsi que la volonté des États-Unis de faire progresser les cadres de coopération entre les deux pays au niveau bilatéral et régional. La réunion a également abordé un nombre de dossiers régionaux dans la Corne de l'Afrique, dont les principaux sont les derniers développements du dossier du barrage de la Renaissance, sur lequel M. Feltman a souligné que l'administration américaine était sérieuse à résoudre cette question sensible à cause de sa grande importance pour l'Égypte et la région, ce qui nécessitait un règlement équitable et global. Le président el-Sisi a examiné en détail les développements de la question du barrage de la Renaissance, soulignant l'approche flexible de l'Égypte face à cette question au cours des dernières années dans les différentes voies de négociation, qui a toujours été fondée sur la recherche d'une approche juste, équitable et d'un accord juste et juridiquement contraignant afin de répondre aux intérêts de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie en prenant compte les droits et les intérêts de l'Égypte, sa sécurité en eau et la prévention de tout dommage pour elle. Le chef de l'État a également affirmé que l'Égypte cherchait toujours à parvenir à un accord juste, équitable et juridiquement contraignant pour remplir et exploiter le barrage de la Renaissance, y compris les voies de négociation sous les auspices de l'Union africaine, dirigée par le président congolais Félix Tshisekedi. Voilà, avec le retour des démocrates à l'administration américaine, il y a, si on peut se permettre de dire, il y a un mouvement dans les activités partout dans le monde. Je commence par le dossier le plus important, c'est le barrage de la Renaissance construit par les Éthiopiens et les Éthiopiens qui déclarent qu'ils vont faire le deuxième remplissage à partir du juillet, ce qui est contredit ou bien opposé par l'Égypte et le Soudan. Et voilà. Une réunion très importante entre le président Abdel Fattah el-Sisi et l'émissaire américain dans la Corne de l'Afrique concernant tous les sujets en Afrique. Voilà, je commence par le barrage éthiopien. Éthiopien, oui. Bien sûr, la nomination de M. Jeffrey Feltman pour le dossier de la Corne d'Afrique, c'est important. Voyant que le sujet principal de l'Égypte, c'est le barrage de la Renaissance, qui est un sujet de désaccord entre les trois pays, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Et M. Feltman, il a d'expérience dans le monde arabe et il était ambassadeur au Liban. Et il vient sous les auspices du président américain et sous les auspices du secrétaire d'État américain, donc pour trouver une solution rapide. Et actuellement, les États-Unis ouvrent plusieurs dossiers à la fois. Donc il y a le dossier de Corne de l'Afrique, la Corne de l'Afrique avec le barrage éthiopien. Il y a les négociations avec les Iraniens pour retour de l'accord du nucléaire. Et il y a également le sujet de la Palestine qui s'ouvre, de Jérusalem qui s'ouvre aujourd'hui, qui se rouvre
cet après-midi aux Nations Unies à New York, donc au siège de l'Assemblée nationale des Nations Unies et même du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est des sujets importants qui affrontent l'administration américaine et demandent de rigueur pour trouver une solution juste pour les trois dossiers. Notamment ces trois-ci. Monsieur Feldman était au Soudan, et Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Mariam El Sadegh El Mahdi, a bien expliqué que le début de remplissage au début juillet constitue presque un crime ou à quelque chose de très dangereux pour le peuple soudanais, parce que ça les met sous la famine. Sous la famine, sous bien sûr le fait accompli et ne prévoit pas des perspectives d'un bon fonctionnement dans le futur. Donc un accord bien défini, bien juste et équitable et bien flexible, comme l'Égypte le propose. L'Égypte propose une flexibilité inexemplaire au niveau de sa politique pour avoir le minimum possible pour un accord acceptable par les trois parties. Pour retrouver cela, il y a plusieurs canaux qui sont ouverts et l'Égypte préfère, comme le Soudan préfère les ouvrir ensemble. Donc, la présence des Américains dans les négociations, l'Union européenne et également les Nations Unies. L'Éthiopie préfère une exclusivité de l'Union africaine avec, bien sûr, le mois dernier, le président Tshisekedi, le président du Congo, il a fait des efforts considérables pour trouver une solution, mais ça n'a pas abouti. Donc, pas à pas, il faut essayer tous les canaux possibles et trouver une solution dans ce laps de temps qui semble être assez restreint et défini de juillet, ou même il faut, si jamais il n'y a pas d'accord, remettre le remplissage à plus tard, jusqu'à ce qu'un accord fiable, acceptable et bien défini, et qui définit bien tous les aspects de ce remplissage et de ce fonctionnement soit défini dans le futur. Donc c'est là ce qui concerne le dossier africain avec l'Éthiopie. Avant de rentrer dans un autre dossier là, l'ex-administration américaine dirigée par M. Donald Trump a invité les trois parties, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, aux États-Unis pour résoudre le problème. Et à la fin, l'Éthiopie n'a pas signé l'accord qui a été mis ou bien qui a été dirigé par les États-Unis ou l'administration Trump. Qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui avec l'administration Biden? Est-ce que les démocrates ont d'autres cartes de pression sur l'Éthiopie pour accepter un accord avec les deux autres pays? Oui, je pense qu'ils ont un pouvoir de susciter un peu une sorte de volonté politique. Susciter la volonté politique des Éthiopiens. C'est quelque chose qui empêche un accord parce qu'elle n'existe pas. Il y a une sorte de pas laxisme, un laisser-faire et une politique pour ne pas trouver une solution, de noyer le poisson en quelque sorte, si je m'excuse de m'exprimer ainsi, mais c'est ça est la situation.
Et l'administration démocrate a plusieurs cartes à jouer, notamment avec la complexité de la situation et de son rapport avec l'Éthiopie, parce qu'il y a d'autres dossiers. Aujourd'hui, M. Fleetman, il est en Éthiopie. Hier, il était en Djibouti, donc il y a l'Érythrée, il y a plusieurs. Donc le contexte, il y a eu même des massacres condamnés par l'ensemble du monde entier à Tigré il y a quelques mois. Donc et la situation est complexe. Et ce développement de cette partie de l'Afrique, l'ensemble de l'Afrique, doit être une collaboration et une coopération entre l'ensemble des pays de l'Afrique et l'ensemble de la communauté internationale pour que ça soit fiable et que ça dure dans le temps, avec une sorte de volonté de faire le meilleur pour nos populations, pour nos peuples, aujourd'hui, pour garantir cela demain et à l'avenir. Donc, positionner et convaincre les Éthiopiens de cette logique pour mener leur développement et leur programme de développement interne serait possible et dans la capacité des Américains de le faire. Là aujourd'hui, pour expliquer, pour que les téléspectateurs soient au courant, voilà, l'Éthiopie veut remplir définitivement ou bien complètement le barrage de la Renaissance en mois de juillet. Oui. Par conséquent, il n'y aura pas d'eau pour les deux pays riverains aussi, l'Égypte et le Soudan. De l'autre côté, l'Égypte et le Soudan veulent que ce remplissage prenne son temps, au bout de 5 ou 7 ans. Comme ça, on sera influencé, mais quand même, durant les 7 ans, il n'y aura pas vraiment une pénurie d'eau dans les deux pays. Voilà. Est-ce que l'Éthiopie est prête à accepter une solution américaine ou bien de la part internationale, onisienne, etc. Ou même, pourtant, nous trouvons le Premier ministre éthiopien, M. Abiy, qui refuse complètement n'importe quelle solution. Est-ce que vraiment elle est prête à accepter quand même une solution internationale? Cela dépend de leurs calculs internes dans la politique éthiopienne, mais à l'occasion d'aujourd'hui 10 mai, il faut mentionner le président Mitterrand quand il disait qu'il faut donner du temps au temps. Et c'est sans doute donner plus de temps pour faire le remplissage, etc. Ça va donner de l'espace et du temps pour faire les choses correctement. Et tout dépend de la capacité de la communauté internationale, déjà par les Américains, à convaincre les Éthiopiens de se diriger vers le multilatéralisme pour résoudre les questions, et au lieu de prendre les choses et mener des politiques unilatérales sans l'accord avec les deux autres partenaires, parce que nous sommes tous des partenaires dans la même fleuve, et ainsi ce qui nous mène à une sorte d'union du sort. Que nous sommes unis du sort parce que ce qui va leur causer des problèmes va être mauvais pour eux, va être mauvais pour nous, etc. Donc on partage beaucoup de choses dans l'eau du Nil, ce qui est très primordial pour l'ensemble de la population qui vit dans le bassin du Nil.
Donc, n'importe quelle modification doit être faite avec beaucoup d'études, beaucoup de patience, avec beaucoup de prudence aussi, parce que les capacités industrielles et constructives doivent être faites au meilleur, au top des technologies possibles, pour ne pas qu'elles soient modifiées dans le futur, etc. Donc si on donne plus de temps, ça laissera plus de temps pour techniquement faire le meilleur possible. Le président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, à plusieurs reprises déclaré que la solution politique, les négociations entre frères, il a bien mentionné le mot frère entre, oui, la fraternité en parlant africaine des Éthiopiens, des frères avec... c'est un fait. Voilà, et c'est un fait historiquement et tout ça. Mais en même temps, il a bien déclaré que toutes les solutions sont possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dépend de ce que les Éthiopiens vont accepter de faire, ou vont essayer de faire, ou qu'ils vont décider de faire. C'est ça la question. Cela démontre également une sorte de flexibilité dans l'ensemble des moyens, même au niveau de l'aide, au niveau technique, etc., ou qui laisse la porte ouverte également à toutes les possibilités pour sauver l'eau de Nil et sauver, comme n'importe quel pays qui se respecte, il fait comme il se doit, et de respecter les droits de chaque pays, de l'eau, avec de chaque pays les droits, comment dire, les droits ancrés dans l'histoire et qui ne peuvent pas être modifiés sans désaccord. Et on peut prendre beaucoup d'exemples au niveau d'autres fleuves du monde qui ont eu des négociations, etc., le Danube, etc. Donc, cela veut dire, c'est pas le moment de faire un choix unilatéral et l'exécuter. Ça, c'est inacceptable, parce que nous sommes des partenaires, de 3 partenaires qui partagent le même sort, donc chaque décision doit être acceptée par les 3 parties. Donc c'est ce que voulait dire, je pense, le président, notre président, et cela explique que ce partenariat et cette fraternité, elle est éternelle, sans doute, mais il y a à chaque chose ses limites. Oui, c'est comme entre tous les frères. Voilà. Bon, l'émissaire américain est là, dans la région. Il fait un tour, sûrement la question du terrorisme qui frappe quelques pays en Afrique et dans son agenda. Oui. Quel est le rôle que peuvent jouer les États-Unis pour arrêter ce phénomène? Déjà, les États-Unis, ils ont une partie de la responsabilité de l'extension du phénomène de terrorisme dans le monde entier. On n'oublie pas qu'ils ont aidé en Afghanistan, où, par exemple, hier, il y a eu un attentat inhumain contre une école des filles à Kaboul, etc. Donc ça continue jusqu'à aujourd'hui. Même les Américains essayent de retirer le sort de troupes d'Iran, de l'Afghanistan. Mais au départ, ils étaient là pour combattre l'armée rouge soviétique et aidant financièrement, politiquement et avec tous les moyens la logique des Moghadines afghans et des talibans, etc. Donc, déjà, c'est un problème des Américains parce qu'ils ont laissé développer des idées fausses. Et au moment qu'il leur a servi, ils savaient qu'elles étaient fausses et trompeuses, mais
tant qu'il était dans leur bien, et après c'est devenu comme un monstre sans limite, et on a vu cela avec le 11 septembre, etc. Donc aujourd'hui, le rôle et le but espéré du monde entier, des États-Unis, ce serait de démorcer le terrorisme dans l'ensemble du monde entier, parce qu'ils ont eu une grande part de responsabilité dans sa divulgation. Même en Afrique, au niveau de Boko Haram, etc., au Niger, tout cela, c'est une responsabilité américaine avant toute autre chose. Oui, mais voilà, c'est comme vous venez de dire, voilà. Parce que également, durant la guerre si on parle aujourd'hui à ce qui se passe en Palestine, en Jérusalem, c'est quelque chose qui, également, c'est un dossier qui, depuis les négociations avec le président Sadat et le premier Camp David, et les États-Unis ont été en sorte de mécènes de ce processus de paix. L'arrêt du processus de paix comment dire, cancel, ça veut dire n'annule pas le positionnement des États-Unis en étant le parrain du processus de paix. Donc, avec toute la situation qui se complexe jour après jour entre Palestiniens et Israéliens en Cisjordanie, à Jérusalem et n'importe où au territoire occupé, notamment des Palestiniens ou des Arabes d'Israël, comme on les appelle. Donc, tout cela était, toute lacune pour trouver une solution était attribuée à ce parrain qui a laissé le temps filer sans faire ce qui était demandé ou ce qui a miroité à l'ensemble de la population musulmane et arabe et palestinienne, bien sûr. Donc, avec de Madrid à Oslo, à Gaza, à Jéricho, etc. Donc, d'échec en échec, la situation se complexe et une solution à deux États comme ils maintiennent aujourd'hui, ou ils soutiennent aujourd'hui les Américains sous l'administration de Biden, est inévitable. Et en finir avec ce drame quotidien des Palestiniens qui dure depuis l'occupation de la Palestine par les Israéliens, qui dure jusqu'à aujourd'hui, et c'est complexe avec des actions inhumaines au moment où cette population doit avoir le droit de faire ses prières où ils ont le droit de faire, avec un droit de citoyenneté entier, sans aucune exigence ni répression du côté israélien. Donc ça, c'est une responsabilité également des Américains. L'administration américaine aujourd'hui a beaucoup de responsabilités. Déjà, et également le dossier iranien. Voilà, déjà dans la Corne de l'Afrique, le problème entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur le Nil, le problème, comme vous venez de dire, ou bien la crise israélo-palestinienne et résoudre le problème avec la solution de deux États. Nous passons à un autre dossier très épineux, c'est concernant le dossier iranien et le nucléaire iranien. Il y a un rapport qui vient de sortir de la part du ministère de la Défense américain et qui parle de la force de missiles iraniens qui donne des missiles au Hezbollah libanais, en Syrie et au Yémen, c'est-à-dire dans 4 pays arabes dans la région. Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre les Américains et les Iraniens concernant le nucléaire? Actuellement, il y a un balai diplomatique qui se passe en Europe pour reprendre, j'imagine, le même accord qui a été annulé par les États-Unis sont sortis au moment du président Trump. Donc, c'est plus ou moins, ils vont reprendre la même formule.
Parce que d'autre côté, les Américains, ils veulent d'autres points soit ajoutés à cela, et du côté des Iraniens, ils veulent ajouter leurs propres points. Parce que depuis la sortie de l'accord, ils ont mené plusieurs expériences, etc. Donc ils veulent ajouter cela, que ce soit un minimum dans l'accord. Donc la situation, elle est complexe et c'est pas loin du terrorisme également. On a vu le meurtre d'un blogueur, l'assassinat d'un blogueur irakien hier et la tentative du meurtre d'un journaliste. La complexité de la situation et du positionnement de l'Iran dans le monde arabe aujourd'hui entre Irak, Syrie et Yémen positionne et à côté de négociations sur le dossier iranien positionne la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les États-Unis dans une formule à trouver un accord global de maintenir une sorte de paix et de trouver une formule de baisse de tension. Au moment où il y aurait des gouvernements fiables, loin du terrorisme, qui fonctionnent bien, avec de bonnes formes de démocratie et de bons fonctionnement de gouvernement, avec de bonnes... espérant que cela va commencer avec la Libye, bientôt, et puis l'Irak, avec une stabilité établie, le rôle que pourrait avoir n'importe quel pays déstabilisateur dans la région pourrait diminuer et être anéanti complètement. Donc le but avec ce qui concerne l'Iran, c'est de maintenir un minimum de nuisance au niveau des idées religieuses et de la faire entrer dans un cadre universel de minimum acceptable par l'ensemble des populations humaines pour qu'elles ne soient pas loin du bal universel des Nations Unies. Comme la même chose pour la Turquie, pour Israël, pour les Palestiniens, pour l'Éthiopie. Donc, et ce qui est très important aujourd'hui, c'est de ne pas négliger les défis qui affrontent l'humanité aujourd'hui au niveau de ce qui est le réchauffement climatique, ce qui est la déstabilisation des températures dans l'ensemble de la planète. Et cela est le plus important et la priorité des populations et des citoyens du monde entier aujourd'hui. Donc, si on pourrait avoir un statut de paix et de stabilité dans l'ensemble de la région, dans l'ensemble du monde, cela aboutira à une amélioration bien notable avant l'heure, avant 2060 ou avant 2050. Et cela aidera l'ensemble de l'humanité à retrouver le monde d'hier, qui pourrait être un meilleur avenir pour demain. Oui, le bloc, vous parlez toujours du bloc occidental, je parle des États-Unis et l'Union européenne qui n'étaient pas très unis sous l'administration Trump, aujourd'hui avec Biden, je crois qu'ils seront unis, mais il y a un autre bloc qu'on ne peut pas négliger, la Chine, la Russie, voilà, qui sont du côté iranien quand même. Ouais. Est-ce que on s'attend à une réunion, ou bien c'est pas une réunion, une union entre le bloc occidental et oriental aujourd'hui pour stabiliser le monde? Oui, c'est ce qu'on espère avec déjà un accord sur le nucléaire iranien fera une sorte de stabilité.
ce qui est possible et dans les cordes dans les jours à venir. Donc ce serait un premier pas. Ce qui est au niveau par rapport aux Chinois et les Russes, probablement il y a des prédictions que le 21e siècle c'est un siècle chinois. Donc on ne pourrait pas négliger la Chine, même la Russie, c'est impossible. Mais avec la technologie moderne, avec le monde de demain, sans doute ne ressemble pas au monde d'avant-hier ni d'hier. Donc le monde est en développement, mais la priorité, avant de se concentrer sur l'industrie, sur le bon fonctionnement de bien-être humain, c'est déjà faire ou avoir le minimum vital d'une vie humaine saine et sauve au niveau de la sécurité, au niveau de minimum à avoir de l'eau, de la nourriture et de l'air respirable pour l'ensemble de l'humanité. Donc c'est un but qui semble malheureusement avec les... Difficile. Qui semble difficile avec tout ce qui se passe dans le monde, mais reste un espoir pour l'ensemble des générations à venir. Et de l'humanité. Je vous remercie beaucoup, M. Arnaud Sorel. Vous êtes journaliste et chercheur. Je vous remercie pour toutes ces analyses et ces explications. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.